Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition spéciale de Sénat 360. Voici les titres. Matignon attaque le rapport du Sénat sur l'affaire Benalla. Édouard Philippe y voit une appréciation très politique. Le Premier ministre dénonce des conclusions injustes et incompréhensibles qui ne respectent pas la séparation des pouvoirs. Vous l'entendrez dans un instant. Et cette sortie n'a pas manqué de faire réagir au Sénat. La commission d'enquête demande que la mission fondamentale de contrôle du Parlement soit respectée. Quand Bruno Retailleau estime que l'exécutif donne le sentiment de perdre les pédales, les réactions à suivre. Alors le Sénat a-t-il le droit de s'immiscer dans l'organisation interne de l'Élysée? A-t-il empiété sur le domaine judiciaire? Est-il dans son rôle avec cette commission d'enquête? Veut-il affaiblir l'exécutif, comme le disent ministres et membres de la majorité? C'est le débat de cette édition spéciale. Et je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi pour les réactions des sénateurs à cette actualité. On retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences dans notre multiplex tout de suite. C'est une situation inédite et qui risque d'ouvrir une nouvelle crise institutionnelle entre le Sénat et le gouvernement. Celle d'un Premier ministre qui vient réagir à un rapport sénatorial. Ce matin, sur le perron de Matignon, Édouard Philippe a fustigé les conclusions du Sénat sur l'affaire Benalla. Je vous propose de l'écouter. La commission d'enquête constituée par le Sénat a rendu hier ses conclusions. J'en ai pris connaissance. Le président de la commission des lois du Sénat a bien voulu m'en adresser un exemplaire. Je considère que lorsque une commission d'enquête du Sénat ou lorsque le Sénat formule un certain nombre de recommandations sur le fonctionnement du gouvernement, il est dans son rôle. Au terme de nos institutions, le gouvernement est responsable devant le Parlement et mon gouvernement, comme je crois tous les gouvernements, ont vocation à répondre à toutes les questions que se pose l'Assemblée nationale ou le Sénat. C'est la logique de nos institutions. J'observe que dans les recommandations qui sont formulées par la commission d'enquête, un certain nombre concernent explicitement et exclusivement la présidence de la République et l'Élysée. J'en suis un peu surpris car traditionnellement, la séparation des pouvoirs fait qu'il n'appartient pas ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat de se prononcer sur l'organisation interne de la présidence de la République. La présidence de la République, ça n'est pas le gouvernement, c'est la clé de voûte de nos institutions et traditionnellement, les chambres ne se mêlent pas de l'organisation interne de la présidence de la République. De même d'ailleurs que la présidence de la République ne se mêle pas de l'organisation interne du Parlement. En la matière, la commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais comme j'ai un attachement très vif et très grand au principe de séparation des pouvoirs, j'en suis un peu déçu. J'observe également qu'un certain nombre de recommandations concernent des fonctionnaires qui travaillent auprès du président de la République, et notamment le secrétaire général de l'Élysée. J'ai trouvé ces recommandations ou ces formulations incompréhensibles et souvent injustes, car je peux témoigner de ce que le secrétaire général de l'Élysée, notamment, est un grand serviteur de l'État. C'est la raison pour laquelle je ne saisis pas très bien la portée de ces remarques. Sur le fond, la justice est saisie de cette affaire qui part d'une dérive personnelle. Elle fait son travail et c'est très bien ainsi. La séparation des pouvoirs, là encore, implique que le Parlement ou le gouvernement ne se saisissent pas du fonctionnement interne ou du déroulement interne d'une procédure judiciaire. J'observe avec beaucoup de rigueur ce principe. Je crois que chacun doit l'observer. L'exécutif, le Parlement doivent respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et cette attaque de Matignon a suscité de nombreuses réactions politiques à la Haute Assemblée. Pour elle, il n'y a pas d'atteinte à la séparation des pouvoirs, car la sécurité du chef de l'État concerne, je cite, la République tout entière et pas seulement l'Élysée. Jonathan Dupriez. Un bras de fer s'engage entre l'exécutif et le Sénat. Au lendemain de la publication du rapport sur l'affaire Benalla, Édouard Philippe dénonce une appréciation très politique et reproche ouvertement à la Chambre haute de méconnaître la séparation des pouvoirs. Des critiques balayées par la commission des lois dans un communiqué. Le président de la commission et les deux co-rapporteurs ne commentent pas les commentaires. Ils rappellent leur profond attachement au principe de séparation des pouvoirs qu'ils ont scrupuleusement respecté.
Il importe aussi pour la maturité de la démocratie que la mission fondamentale du Parlement, dans ses pouvoirs de contrôle, soit pleinement respectée. Pour le Premier ministre, le Sénat n'a pas à se prononcer sur l'organisation interne de l'Élysée. Mais pour les sénateurs, des faits avérés prouvent des dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État. Pour eux, la commission d'enquête est donc dans son rôle. On est dans le fonctionnement normal des institutions. Le gouvernement et surtout l'Élysée auraient été bien mieux inspirés de reconnaître qu'il y avait eu au départ un dysfonctionnement avec M. Benalla venu s'occuper de sécurité en prenant le pas sur les policiers et les gendarmes et que les choses étaient recadrées. Il s'agit du Sénat qui exerce son rôle constitutionnel de contrôle de l'exécutif. Cette réaction épidermique du gouvernement est pour d'autres un signe de fébrilité du pouvoir dans l'affaire Benalla. Si le gouvernement n'accepte plus finalement un contre-pouvoir, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, nous sommes une partie du Parlement, mais qui n'est pas dans le sens souhaité par l'exécutif. Si ne pas aller dans le sens de l'exécutif, c'est devenir totalement critiquable par celui-ci, eh bien il y a effectivement un danger. Attention à la démocrature. Cette attaque frontale du Premier ministre survient dans un contexte particulièrement tendu entre l'exécutif et le palais du Luxembourg. Mis à l'écart du grand débat, les sénateurs avaient été choqués par la remise en question du rôle même du Sénat dans la lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Et première réaction avec notre multiplex aujourd'hui, c'est le sénateur LR de Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi, au micro de Tam Tranu. Écoutez. Roger Karoutchi, est-ce que vous êtes surpris par l'intervention aujourd'hui d'Édouard Philippe, qui est venu ainsi sur le perron? Il a en quelque sorte remis une pièce dans la machine après les conclusions hier du rapport Benalla et il s'est dit déçu et il juge que le Sénat méconnaît le principe de séparation des pouvoirs. Le Premier ministre sait parfaitement que le président de la commission des lois, président de cette commission d'enquête, qui a été lui-même secrétaire général de l'Élysée, ne méconnaît en aucun cas la séparation des pouvoirs. Alors, je peux comprendre la polémique, je peux comprendre que le rapport n'est pas plu, je peux comprendre que le rapport interpelle, mais c'est pas la peine de surjouer. Que l'Élysée, que Matignon contestent certains éléments ou du rapport ou de la lettre de saisine du parquet, c'est son droit le plus strict, mais ne rajoutons pas des pièces aux pièces, ça n'a pas de sens. Quand il dit qu'il n'appartient pas au Parlement de se prononcer sur le fonctionnement interne de la présidence de la République, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui. Et est-ce que c'est ce que fait le rapport? Alors, non, justement, c'est là qu'il y a problème. Quand le Premier ministre, et non pas d'ailleurs le secrétaire général de l'Élysée, dit que le Parlement n'a pas à interférer dans l'organisation interne, le fonctionnement interne de l'Élysée, il a raison. Sauf que je voudrais rappeler au Premier ministre, comme à tout le monde d'ailleurs, que par exemple pendant la période de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, naturellement le Parlement a demandé un contrôle absolu du financement, de l'organisation interne de l'Élysée. Il ne s'agit pas de remettre en cause le fonctionnement de l'Élysée, il s'agit d'en contrôler les méthodes et la manière dont des éléments, par exemple la sécurité qui est assurée non pas par l'Élysée mais par le ministère de l'Intérieur, est organisée. Voilà. Après, qu'à la fin du rapport, les préconisations sur l'Élysée ne plaisent pas ou ne soient pas suivies des faits, il n'y a pas mort d'homme. Bien des préconisations de la Cour des comptes ne sont jamais suivies des faits et le monde continue de tourner. Je pense que la réalité, c'est que le Premier ministre ne conteste pas tous les éléments apportés par le rapport. Aucun des éléments. Il a été peu précis pour l'instant. Mais non, mais pour le moment, il n'a pas contesté des éléments précis, concrets, apportés par le rapport. Alors qu'après, ils disent « Ah ben oui, non mais peut-être qu'il ne faudrait pas que le Parlement dise, il vaudrait peut-être mieux que dorénavant. » Très bien, débattons. Est-ce que ça valait un point sur le perron improvisé, impromptu et tout, c'est peut-être beaucoup. Voilà. Il juge qu'il y a tout de même des formulations incompréhensibles et injustes à l'égard d'Alexis Kohler. Je rappelle qu'Alexis Kohler, Patrick Stroda et le général Lavergne font partie de la lettre par laquelle le président de la commission saisit le bureau du Sénat. Oui, plus dans la lettre que dans le rapport. Dans le rapport, on évoque leurs auditions, on évoque des éléments qu'ils ont apportés ou n'ont pas apportés. Mais ça reste sur un ton très modéré dans le rapport. On juge quand même qu'ils ont en quelque sorte menti par omission. Pas menti, mais est-ce qu'ils ont dit tout ce qu'ils savaient?
devant une commission d'enquête. Tout le problème est là. Mais franchement, le seul débat, il est clair. Soit le Parlement, Assemblée ou Sénat, ont le droit de faire des commissions d'enquête. Et il faut s'attendre à ce que la commission d'enquête fasse son job, totalement son job. Et à partir de là, ce qui peut être conclu ne plaira pas forcément. Soit on dit « Ah non, 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 nous on veut que des contes et légendes à la fin, ou des histoires pour enfants alors on supprime la possibilité pour le Parlement d'avoir des commissions d'enquête. » Eh bien, merci beaucoup Roger Karoutchi pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Alors, pour l'exécutif, le Sénat n'a pas respecté le principe de séparation des pouvoirs et s'est livré à une appréciation très politique. Alors, la Haute Assemblée est-elle allée trop loin? Élément de réponse avec Fabien Recker. Le gouvernement persiste et signe. La commission d'enquête du Sénat aurait porté atteinte à la séparation des pouvoirs. Engagés dans une croisade politique, les sénateurs seraient sortis de leur rôle. La commission d'enquête, elle dit un certain nombre de choses. Elle dresse un certain nombre d'hypothèses sans apporter la preuve de quoi que ce soit. Elle produit un certain nombre de préconisations. Mais établir les faits, ça n'est pas le rôle de la commission d'enquête. Établir les faits, c'est le rôle de la justice. La commission a-t-elle empiété sur le terrain judiciaire? Officiellement, les travaux des sénateurs ne portaient pas sur les agissements d'Alexandre Benalla sur le terrain, mais sur les dysfonctionnements au sein de l'appareil d'État. Pour ce constitutionnaliste, les sénateurs ont certes évolué en terrain glissant, mais se sont tenus à l'écart du travail des juges. La commission d'enquête, à strictement parler, n'a pas enquêté sur des faits qui faisaient l'objet de poursuites. Ils n'ont jamais interrogé sur les vidéos dont a pu bénéficier Alexandre Benalla, qui le filmait, comment est-ce qu'il se les est procurées, parce qu'il y a une enquête sur cela. Dès lors, le Sénat était-il dans son rôle de contre-pouvoir vis-à-vis de l'exécutif? L'article 24 de la Constitution prévoit que le Parlement contrôle l'action du gouvernement, mais pas celle du président de la République. En s'attaquant à la machine élyséenne, les sénateurs auraient donc franchi une ligne rouge selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Cette argumentation ne tient pas parce que, comme je l'ai rappelé, le principe de séparation des pouvoirs englobe tous les pouvoirs. Et si l'on appliquait cette logique-là, cela voudrait dire, d'une part, que la présidence de la République échapperait à tout contrôle et que, par conséquent, elle bénéficierait d'une impunité et une immunité totale, alors que cette immunité ne profite qu'au président de la République, en vertu de l'article 67 de la Constitution, mais pas à l'institution. En formulant des recommandations sur l'organisation de l'Élysée, les sénateurs joueraient donc leur rôle de contre-pouvoir dans un climat plus que jamais détérioré entre le Sénat et l'exécutif. Alors avant d'analyser cette situation avec mes invités, on retourne salle des conférences pour une réaction avec vous, Tam, avec le sénateur En Marche de la Seine-et-Marne, Arnaud de Belenet. Arnaud de Belenet, que pensez-vous de la déclaration très critique d'Édouard Philippe à l'égard du Sénat qui l'accuse de méconnaître le principe de séparation des pouvoirs? Les choses me paraissent très claires. Dans ce rapport, il y a trois choses. La première, c'est la constatation qu'il n'y a pas de barbouze à l'Élysée, qu'il n'y a pas de force de sécurité occulte couverte par le président de la République. En revanche, les sénateurs parlent de dysfonctionnement très important au sein de l'Élysée. Voilà, mais il ne faut pas oublier que le générateur de la commission d'enquête, c'était l'inquiétude sur l'existence de barbouze à l'Élysée. Très bien, le rapport dit clairement, il n'y en a pas. Et puis, il y a des faits qui sont ceux individuels d'Alexandre Benalla, qui relèvent de la justice. Donc ça ne regarde plus ni le Sénat ni le gouvernement, c'est la justice et Alexandre Benalla. Et puis, il y a des discussions sur le temps de réaction pour récupérer tel ou tel passeport. On sait que les règles dans notre état de droit demandent du temps, ne sont plus en phase avec le temps médiatique et politique, et qu'on peine quand l'individu concerné veut se faufiler, on peine à récupérer les documents. Je précise également que Philippe Bas dit que s'il y avait une réaction de l'exécutif, si Alexandre Benalla avait été limogé dès le 2 mai, il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla. Et je suis tout à fait d'accord avec Philippe Bas sur ce point. Sauf que le droit du travail ne permet pas de licencier en 24 heures un collaborateur. Et c'est là où on a des procédures en France qui nous protègent, c'est l'état de droit qui demande un peu de temps. Ce temps est déconnecté du temps médiatique, on peut le regretter, le rapport le dit, mais c'est comme ça. Et puis, il y a un aspect qui est un peu plus dérangeant vu du gouvernement, c'est que le rapport fait des préconisations sur l'organisation de l'Élysée. Il se trouve que l'Élysée, sous Emmanuel Macron, a lancé avant l'affaire Benalla l'amélioration, une réflexion sur l'amélioration des procédures internes. Ça aurait pu être fait depuis 70 ans, depuis 58, c'est fait depuis 1 an et demi. Bon, on peut discuter de la pertinence qu'une des chambres
peut-être au mépris de la séparation des pouvoirs, s'intéresse à ce sujet. De son rôle pour vous. Mais dont acte, il y a une contribution du Sénat, je comprends qu'elle dérange le gouvernement. En revanche, ce qui me dérange fortement, c'est le fait qu'une lettre séparée du rapport, prétendant s'appuyer sur le rapport, dénonce ou cherche à dénoncer un prétendu parjure de 3 collaborateurs de l'Élysée. Pourquoi dites-vous prétendu? Il n'y a prétendu parce qu'il n'y a dans le rapport aucun élément constitutif, aucun élément de démonstration du début de commencement de preuve d'éléments constitutifs d'un parjure des 3 collaborateurs de l'Élysée. Et finalement, on se rend compte d'une chose très simple, c'est que le rapport fait pchit, et tant mieux pour notre démocratie et pour tous, et du coup, il y a la volonté de relancer la machine médiatique en jetant en pâture 3 collaborateurs de l'Élysée sans aucun fondement. Et ça me paraît grave parce que c'est pas la tradition de pondération, de respect des institutions du Sénat. Je précise tout de même qu'en annexe, eh bien, effectivement, sont visés Alexis Kohler, Patrick Stroda ou encore le général Lavergne. Pour les sénateurs, ils n'ont pas tout dit de la fonction de coordination des services de sécurité d'Alexandre Benalla. Ils ont nié même qu'il avait cette fonction, alors même que cela a été bien mentionné dans une lettre de service qu'ils ont demandé d'ailleurs à plusieurs reprises et qu'ils ont finalement obtenue. C'est effectivement le point qui est évoqué, mais c'est la fonction, une des 5 fonctions d'Alexandre Benalla, c'est la coordination des services de sécurité. Dans le rapport, il n'y a que des interrogations, des questions, peut-être qu'elles appellent des réponses, mais il n'y a aucun élément qui constitue le parjure. Ça me paraît très léger et très dangereux pour notre démocratie et pas au rendez-vous de ce qu'est le Sénat. Merci beaucoup Arnaud de Belenet d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Et on va continuer ce débat avec mes invités. Françoise Gatel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice centriste d'Ille-et-Vilaine. Également sur ce plateau, François Bonhomme. Vous êtes sénateur LR du Tarn-et-Garonne. Merci d'avoir accepté notre invitation. François Patriat également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes le président du groupe En Marche ici au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Et puis Éric Bocquet est également avec nous. Vous êtes sénateur communiste du Nord. Bienvenue à vous. François Patriat, on entend aujourd'hui ce débat. Est-ce qu'il y a eu une atteinte à la séparation des pouvoirs? C'est ce que dit l'exécutif en visant le rapport du Sénat sur l'affaire Benalla. Ce que j'ai dit, d'abord, c'est qu'il faut prendre un peu de recul et laisser le temps à ce rapport d'exister et de vivre. Mais les réactions un peu vives qu'ils ont suscitées ne me surprennent pas dans la mesure où je pense que... Y compris de la part de Matignon, pardon, François Patriat. Le Sénat a franchi une étape de trop. Il est allé trop loin dans la mise en cause des collaborateurs de l'Élysée qui sont dans le rapport annexe que n'avait vu aucun des parlementaires de la majorité avant, qui a été signé avant même qu'il ait été rendu public et que les sénateurs l'aient eu. Et que d'ailleurs, on a vu que les sénateurs n'avaient pas eu ce rapport. Que déjà, il était mis en ligne dans la presse dans un article d'un journal du soir. Il y a quand même eu un vote, François Patriat. Il a été adopté à l'unanimité, sauf abstention des 2 sénateurs En Marche et de sénateur Jean-Louis Masson. Ils ont pris connaissance du rapport au moment de la conférence de presse, pas avant. Avant, ils n'avaient pas eu. En général, les rapports, ils sont élaboré, concocté avec la majorité, l'opposition, tout le monde y participe. Là, pas du tout. Ce rapport s'est fait en catimini et au bout du compte, la lettre en annexe, certains qui ont voté ne l'avaient pas vue. Bon, on va passer ce périmètre, mais je pense que la mise en cause, sans fondement, sur des supputations, sur des suppositions de 3 personnes de l'Élysée, aujourd'hui, montre bien que l'objectif initial de cette commission, sur l'affaire Benalla, dont je ne conteste aucunement aujourd'hui le dysfonctionnement de ce qu'il y a pu avoir de ce personnage, et que la justice tranchera par avenir, on voit bien que derrière, j'allais dire, toute la mise en scène, tout le talent du président de la commission, tout son savoir-faire par ailleurs, on voit bien que l'arrière-pensée, c'était de mettre en cause l'exécutif, particulièrement le chef de l'État, et qu'opération momentanément réussie, mais je ne sais pas si ça durera jusqu'au bout. Ouais. François Bonhomme, c'est une opération de déstabilisation, c'est ce que nous dit François Patriat. En fait, à travers cette commission, eh bien, le Sénat cherche à affaiblir l'exécutif. Mais je crois que surtout, le Sénat fait son travail. Voilà, j'étais membre de la commission, on a fait plus de 34 auditions. On a passé 3 heures mercredi matin à 8 heures avant la publication, le moment où le rapport était rendu public. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu de la précipitation. Bien au contraire, on a mis plus de 6 mois avec moult auditions et un rapport que je crois qui s'en tient aux faits. Alors ce qui peut-être aujourd'hui met le gouvernement dans l'embarras, c'est les faits qui sont exposés et qui pour certains relèvent d'un dysfonctionnement majeur au plus haut niveau de l'État concernant la sécurité du président. Et puis après, une partie de signalement à la justice
qu'il appartiendra à elle de se prononcer sur les faits que l'on a pu établir dans ce rapport. Avec le bureau du Sénat qui se réunira le 21 mars. Françoise Gatel, on entend aussi l'argument, imaginez l'Élysée rendre des préconisations en ce qui concerne l'organisation interne du Sénat, ça ne passerait pas auprès de la Haute Assemblée. Chacun doit être dans son rôle. Moi, j'aimerais que dans cette affaire, et tout particulièrement en ce moment, chacun sache garder raison. Je pense qu'il ne doit y avoir de procès d'intention, ni d'un côté ni d'un autre. Et moi, je salue habituellement la grande rigueur intellectuelle du Premier ministre. Mais je vous avoue qu'hier midi, quand j'ai entendu des professionnels de la parole, disons, parler avant d'avoir lu le rapport... Alors c'est Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui a évoqué des contre-vérités. Pas que lui, mais il y avait, je me dis, c'est déraisonnable, et que je pense qu'il faut rappeler des choses toutes simples. Cette commission, elle a été saisie, ou elle a été mise en place par la fonction de contrôle qu'exerce le Parlement. Personne n'a contesté la mise en place de cette commission, qui a été menée avec grande rigueur, tout le monde l'a salué, alors qu'à l'Assemblée, on a vu la difficulté de l'exercice, et qu'ici, la Commission a eu à cœur de ne pas aller sur le champ des affaires judiciaires. Ce que l'on dit, c'est qu'il y a aujourd'hui, moi je ne sais pas si c'est une affaire Benalla, en tout cas ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu à l'Élysée aujourd'hui, et peut-être qu'il y a eu ça hier, aujourd'hui, quelqu'un qui a eu des égarements de comportement individuel, et dont les égarements peuvent présenter un risque pour l'exercice des institutions de la présidence de la République, ce qui n'est pas rien. Ensuite, moi je dissocie ce monsieur Benalla dont on parle, voilà, avec la nécessité de mettre en place des procédures pour éviter ça. Voilà ce qui gêne l'exécutif, c'est la mise en cause des hauts fonctionnaires de l'Élysée. Je vais dire un mot là-dessus. Moi je pense qu'il ne faut pas que le gouvernement instrumentalise le rapport du Sénat. Par contre, moi, je pense que si nous avons plus que des doutes sur le comportement de M. Benalla, voilà, et les auditions qu'on a faites l'ont prouvé, moi, je pense, et je connais un grand serviteur de l'État, Patrick Stroda, qui a été préfet de ma région Bretagne, qui est à la présidence de la République, et je ne le mettrai certainement pas dans la même situation comportementale que ce monsieur qui était une sorte d'électron. Même s'il figure dans les annexes du Sénat avec ses interrogations sur cette probable rétention d'informations. Je voudrais vous faire réagir, Éric Bocquet, puisque je demandais à Françoise Gatel, qui n'a pas tout à fait répondu à ma question, est-ce que l'Élysée pourrait aussi émettre des préconisations sur l'organisation interne du Sénat? Ça vous choquerait? Non, mais il ne faut pas déplacer le débat. Moi, je veux saluer vraiment respectueusement le travail de la commission d'enquête. Je n'en étais pas membre, mais j'ai assisté à quelques auditions comme auditeur libre. Et je veux saluer ici la rigueur extrême, la prudence extrême du président Bas, rappelant à chaque audition les règles du jeu à l'ensemble des membres de la commission et des sénateurs présents dans leurs interrogations. On ne peut pas dire qu'il y a là une opération politicienne. Le Sénat est dans son rôle. Il y a la séparation des pouvoirs qui est absolument respectée. Aujourd'hui, le bureau du Sénat est saisi, c'est la procédure, et seul le bureau du Sénat, dont Françoise Gatel et moi-même faisons partie, pourra décider de poursuivre en justice ou pas. Aucun débordement dans cette procédure jusque-là. Tout va bien. François Patriat, on entend la majorité sénatoriale aujourd'hui, notamment à travers la voix de Bruno Retailleau, je cite, « Alors que notre pays traverse une crise démocratique profonde, nous dit-il, le Premier ministre prend le risque d'ajouter à la confusion et à la défiance envers les institutions. » Que vous le répondez ? J'aimerais qu'aujourd'hui, cette union de circonstances des forces de droite et de gauche du Sénat, qui montre bien par ailleurs que c'est une opération politique, on le retrouve sur tous les textes aujourd'hui. L'alliance de la droite et de la gauche, on l'a vu sur la loi Pacte, on l'a vu sur le texte de loi aujourd'hui. Tout ça, c'est parce que, allez, c'est de la vieille rancune politique vis-à-vis d'un exécutif que certains détestent, que d'autres ne veulent pas voir aujourd'hui, et qui se manifeste, j'allais dire, avec élégance, avec droiture, avec beaucoup d'adresse à l'égard de cette... Mais, deux questions. Premièrement, puisqu'on est sur la rigueur de la Commission, pourquoi le président de la Commission, s'il a des certitudes ou s'il pense qu'il y a eu parjure de la part de collaborateurs de l'Élysée, il peut saisir directement la justice s'il le veut. Pourquoi, attendez, pourquoi ne le fait-il donc pas? Première chose. Deuxième chose, moi je regrette ce que j'ai entendu avant, le rôle du Parlement, moi je suis pour le bicamérisme, je défends le Sénat, le problème n'est pas là, c'est de contrôler le gouvernement. En aucun cas d'aller contrôler le fonctionnement de l'Élysée. Donc il est hors de son rôle.
Tout le monde le sait aujourd'hui. Et les préconisations qui sont faites à la fin, d'aller dire aujourd'hui, dans le rapport, préconisation 2, il ne doit pas y avoir de binôme entre l'Élysée et Matignon. Enfin, où est-ce que là, alors que la commission part sur principe qu'il faut voir, est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement dans la chaîne de commandement? Voilà où on en arrive au bout. Donc je pense qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en passant la patate chaude au président, on voudrait que les choses aillent plus loin, que ce soit l'Élysée qui soit directement mise en cause, mais on ne le fait pas soi-même parce qu'on n'est pas sûr des allégations qu'on est en train d'annoncer. C'est ça la manœuvre. Alors quand on me dit que ce n'est pas une manœuvre politique, mais si, regardez, d'autres l'ont dit avant moi, et des gens qui ne sont pas de la majorité En Marche depuis hier, le Sénat fait de la politique, il fait de la politique, il est dans son rôle quand il fait de la politique, mais là, je le dis, il a dépassé les bornes et il a franchi une marche de trop. Le Sénat a dépassé les bornes, nous dit François. Je ne crois pas, je crois surtout qu'il était pleinement dans son rôle. Ça fait vraiment partie d'une des missions essentielles que le contrôle de l'action parlementaire et du gouvernement en l'espèce. Sur l'Élysée. Alors, M. Patriat nous dit l'Élysée, pas le gouvernement. Mais même quand on a auditionné le ministère de l'Intérieur, notamment sur la question des passeports diplomatiques, avec les dysfonctionnements à répétition, sur l'obtention, la utilisation des passeports diplomatiques, par exemple à la police de l'air des frontières qui relève du ministère de l'Intérieur, là ça a dysfonctionné. Donc je veux dire, ça c'est des manœuvres un petit peu dilatoires. En fait, je crois qu'on devrait au contraire se réjouir tous que ça a fonctionné au niveau du contrôle parlementaire de l'exécutif. C'est vraiment une démocratie, c'est aussi ça, c'est des contre-pouvoirs, des contrepoids. On devrait admettre ce mode de fonctionnement, au contraire, parce que l'enjeu quand même c'est quoi? C'est d'améliorer la sécurité de la plus haute instance de nos institutions, qui est la présidence de la République. C'est quand même ça l'enjeu final. Alors, François Patriat. Non mais je voudrais, parce que tout le monde est pour la transparence et pour la libre circulation des informations, pose une question à tous les trois. Lorsque les juges ont voulu enquêter au Sénat sur les honoraires perçus indûment par un certain nombre de sénateurs, eh bien, le Sénat s'y est opposé catégoriquement. Par contre, les juges sont allés à l'Élysée pour aller voir les dysfonctionnements qu'il y a. Ils ont été parfaitement reçus et ils ont pu enquêter. Lorsque nous avons a été déposée une commission d'enquête sur la pédophilie dans ce pays, qui n'est pas le moindre mal, le Sénat s'y est opposé catégoriquement, aussitôt. Alors, qu'on ne me dise pas aujourd'hui que le Sénat est transparent, qu'il est ouvert, qu'il enquête, qu'il est dans son rôle, quand avec de telles manœuvres perverses, il s'oppose à d'autres commissions d'enquête et qu'il s'oppose à ce que des juges viennent voir s'il y a du dysfonctionnement au Sénat. Bravo. Éric Bocquet peut-être et Françoise Gatel. Non mais je crois qu'il faut garder son calme, Monsieur Patriat. Je suis calme. Depuis ce matin, on assiste à un contre-feu. Premier ministre, Madame Belloubet, Monsieur Griveaux, Monsieur Castaner, parfois des propos aussi excessifs à l'endroit du Sénat. Le sujet n'est pas là. On parle d'une commission d'enquête qui a fait un bon travail, qui rend un rapport, qui pose des questions, qui ne tranche rien, qui pose des questions. Et beaucoup d'autres questions, à mon avis, restent en suspens après le rapport. Je pense que la justice nous en dira plus si elle se saisit de l'affaire. Françoise Gatel. Moi, j'entends et je comprends ce que je vais appeler l'agacement du gouvernement et qui soupçonne de l'instrumentalisation. Bon, voilà, ça fait partie de la politique. Après, je dis deux choses. Faisons très attention aujourd'hui, dans ces temps où des vents mauvais soufflent, à ne pas entretenir un anti-parlementarisme que je qualifierais de trop simpliste. Ensuite, je pense, mon cher collègue, que ce que vous dites est très juste. Toutefois, je rappelle que personne n'a contesté la pertinence de la mission et depuis des mois que cette mission a été mise en place, personne n'a contesté la rigueur avec laquelle elle avait fonctionné. Ça a même été salué par des journalistes, des journalistes qui font du bashing, sénatorial, leur quotidien. Donc moi, je pense que le gouvernement, très sincèrement, pourrait reconnaître les éléments que l'enquête a mis en avant, parce que nul ne peut nier qu'aujourd'hui, que ce soit sous ce gouvernement ou sous d'autres, des chargés de mission qui sont embauchés parce qu'ils ont participé à une campagne, peuvent avoir des comportements, on va dire, complètement égarés qui sont imbus du pouvoir qu'ils croient avoir et qui mettent en danger la fonction de l'institution de la présidence. Donc ça, c'est un sujet. Qu'après, vous soyez mécontent, pas content, moi je comprends et j'entends, mais je crois qu'il faudrait que d'une manière sale, pour que la démocratie ait la maturité nécessaire, qu'on reconnaisse que le Sénat peut exprimer des choses dans lesquelles un certain nombre de propositions qui sont faites peuvent être contestées. On a parlé de Philippe Bas. Il a été interrogé hier lors de la conférence de presse justement sur cette question d'éventuelle pression qu'a pu subir la Commission. Je vous propose d'écouter sa réponse.
Quel regard est-ce que vous portez sur cette pression assez phénoménale aussi de la part de la garde des Sceaux, hein, qui a attaqué vos travaux en termes de séparation des pouvoirs? Est-ce que vous pouvez nous dire votre sentiment sur cette question? C'est l'écume des choses. C'était il y a longtemps, c'est-à-dire il y a 4 mois. Et nous n'avons pas attaché à ces tentatives de créer la polémique ou de pression la moindre importance. Le Sénat est libre et indépendant. Il a fait son travail avec sérénité, avec humilité aussi, en s'efforçant de répondre à l'attente d'objectivité qui, je crois, était placée en lui. Et il n'y a rien à ajouter. Un Sénat libre et indépendant, François Patriat, ça vous fait réagir ce que dit Philippe Bas? Que le Sénat soit libre et indépendant, personne ne peut ici s'y opposer. Mais dénoncer quand même quelques petites arrière-pensées et quelques manœuvres pour un objectif qui n'est pas celui prétendument à la commission d'origine, on peut aussi le dire. D'ailleurs, Mme Benbassa l'a reconnu ce matin. On était là aussi pour aller mettre à mal l'Élysée. Elle l'a dit, elle l'a avoué à la commission. Elle est membre de la commission. Elle l'a dit clairement. En général, pas tellement ce que c'est dans la matière. Elle l'a dit. Oui. Donc je pense que le Sénat est dans son rôle dans la commission. Je vous rappelle que l'objet de la commission était de dire y a-t-il eu des dysfonctionnements dans la chaîne de commandement? C'était pas d'aller après s'immiscer, qu'on le veuille ou non. Ils sont immiscés dans la justice par ailleurs. Et tout ce qui concerne M. Benalla, je l'entends bien, M. Benalla a commis des délits, il est poursuivi par la justice, il est en prison avant même que la commission ait remis son rapport. Sur les faits de port d'armes, de passeports et de contrats russes, il sera poursuivi et s'il est coupable sera sanctionné. La commission du Parlement n'y changera rien, absolument. Vous avez empiété sur le domaine judiciaire. Non mais c'est piquant, c'est même cocasse de voir quand même que ce matin même le Premier ministre rappelle, je cite, que le Parlement doit respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire. Se faire administrer des certificats d'indépendance de l'exécutif au Sénat alors qu'il est pleinement dans son rôle, c'est quand même piquant. Moi je rappelle que depuis le début de cette commission, il y a 6 mois, alors que c'était parti sur une affaire de manifestation en prenant part au maintien de l'ordre alors qu'il n'aurait pas dû, on a eu quand même un peu le tournis. On a eu une succession de dysfonctionnements au fur et à mesure avec les travaux qui ont avancé de la commission d'enquête et avec les médias. Enfin, une partie des médias, il faut le rappeler, parce que sur le port d'armes, sur les conditions d'utilisation de passeports diplomatiques, sur les téléphones sécurisés, sur les contrats russes, la négociation de certains contrats russes, ça pose quand même la notion de dépendance financière par rapport à une autorité étrangère au plus haut sommet de l'État, sans que celui-ci s'en inquiète, ou en tout cas, par rapport aux déclarations qui nous ont été faites, il y a beaucoup à dire. Donc je veux dire, ce n'est pas simplement un dérapage individuel. C'est un dysfonctionnement majeur au plus haut sommet de l'État. Alors maintenant, il y a d'un individu. Ça pose d'autres questions. C'est pas un dérapage de l'État. C'est pas un dérapage de l'État. Le rapport d'enquête, c'est que dans les réponses qui nous ont été faites dans les hauts fonctionnaires que nous avons interrogés, il y a quand même des contradictions, parfois des omissions. Il y a aussi il faut dire des faux témoignages. Alors ça, c'est la justice qui devra l'établir, la réalité des faux témoignages. Qui a fait les faux témoignages? Benalla a commencé par... Benalla, on est d'accord. On est d'accord. Vincent Crase. Et sur les 3 personnes de l'Élysée, y a-t-il eu des faux témoignages? Ah bien sûr, Alexis Colère est quand même... cela? Bien sûr, mais reprenons les faits. Non mais tenons-en aux faits, parce que c'est pas une question d'interprétation, c'est les faits. Et dans le rapport d'enquête, quand même, qui est volumineux, moi j'ai vu réagir mercredi Benjamin Griveaux, à la sortie du Conseil des ministres, alors même que à ce moment-là, le rapport n'avait pas été rendu public, puisqu'on l'a rendu public à 11h, c'est quand même une contradiction majeure de voir une surréaction. Mais ça témoigne quoi? Ça témoigne l'embarras et quelque part les manœuvres dilatoires pour évacuer le sujet, alors que c'est précisément le contraire qui devrait prévaloir. Oui, non, mais je crois que le président Bas l'a dit, il n'y a pas une affaire Benalla, il y a plusieurs affaires Benalla, la justice tranchera. Mais heureusement que le Sénat a fait ce travail. L'Assemblée nationale avait mis en place aussi une commission d'enquête qui a avorté dès le mois de juillet. Heureusement que le Sénat, au nom du Parlement français, a pu faire ce travail. Il a fait œuvre utile dans le climat délétère qui est décrit et qu'on décrit tous, qu'on sent mal. Le vent est mauvais, effectivement. Moi, je dis bravo à ce travail. Et il y a encore des questions qui restent aujourd'hui en suspens. Le coffre-fort de M. Benalla, c'est quoi cette histoire? Les déplacements de M. Benalla. Il est allé aux Bahamas, nous dit-on, pour se reposer 3 jours. Aux Bahamas, se reposer 3 jours. Mais enfin, il y a des questions sérieuses qui se posent. Alors, en faire une affaire de dérive individuelle, c'est pas une dérive individuelle. C'est un individu dans tout un système. Et il y a des questions qui se posent autour de ce personnage. Des dérives individuelles, ça se règle en 24 heures, M. Patriat. Françoise Gatel. Oui, moi, je pense que, d'abord, le Sénat
n'a pas empiété sur le champ judiciaire. Ça, c'est très clair et on a été très rigoureux là-dessus. On n'a rien entendu de cette nature. Notre collègue sénatrice, chacun connaît sa liberté de parole, elle peut s'exprimer, les auditions étaient publiques. Ensuite, qu'on ne partage pas, mais qu'on ne partage pas la totalité des observations, ça c'est discutable, je comprends que ce soit le cas. Moi, je voudrais juste qu'on rappelle de quoi on parle, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut rappeler à la présidence de la République, indépendamment du président actuel que nous avons, mais ça aurait pu être fait pour celui d'hier ou celui de demain, l'application du principe de précaution dans une institution qui est la plus importante de la nation, c'est celle de la présidence de la République. Dans n'importe quelle entreprise où il y a des activités, entre guillemets, sensibles et dangereuses, on met en place des procédures qui sécurisent pour éviter des dérives de comportement individuel qu'on a eu. Et il faut reconnaître que la Commission a bien mis en évidence ça, et moi je le dis sans faire un procès d'intention au président de la République, au Premier ministre. Je pense que le président de la République lui-même a été victime de ça. On va revoir justement ce que préconise cette commission d'enquête avec Michael Spitzberg. Après 6 mois d'investigation et 34 auditions, les sénateurs ont rendu leur rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Au fil des 160 pages, ils estiment que la sécurité du président de la République a été mise à mal par l'inexpérience et l'omniprésence d'Alexandre Benalla auprès d'Emmanuel Macron. La thèse de la faute de l'homme isolé s'est effacée au profit du dysfonctionnement d'une institution qui a rendu possible ces multiples situations anormales allant jusqu'à affecter la sécurité du président de la République. Pour les sénateurs, des dysfonctionnements graves sont apparus au plus haut niveau de l'État. En témoigne l'affaire des passeports diplomatiques, leur attribution et surtout leur récupération auprès de l'ex-chargé de mission à la présidence de la République. En conséquence, la commission multiplie les recommandations. Prévenir et sanctionner les conflits d'intérêts parmi les collaborateurs des cabinets, garantir des standards de sécurité élevés pour le président de la République et le Premier ministre, mieux encadrer l'usage des passeports diplomatiques et de service, mieux réguler les promotions dans les réserves de la gendarmerie nationale. En découlent 13 propositions concrètes dont près de la moitié concernent le fonctionnement de l'exécutif, notamment en matière de recrutement, d'encadrement et de contrôle des collaborateurs de l'Élysée. Les sénateurs souhaitent aussi renforcer les pouvoirs de contrôle du Parlement sur les services de la présidence de la République. Enfin, la commission réclame des suites judiciaires à son travail, en cause les mensonges d'Alexandre Benalla et les omissions de certains collaborateurs de l'Élysée lors des auditions. Nous proposons au président du Sénat et au bureau du Sénat de saisir le parquet. C'est clair ? Premièrement, pour M. Benalla et Kras, en parlant de faux témoignages. Deuxièmement, nous demandons que pour les collaborateurs de l'Élysée, le parquet soit saisi. Visé, le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Stroda, Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, et Lionel Lavergne, le commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République. François Patria, est-ce qu'il y a quand même des préconisations qu'il faudrait reprendre, que l'exécutif peut reprendre à son Si je voulais être un peu mesquin ou malin, je dirais pourquoi, quand on a été secrétaire général de l'Élysée, on n'a pas mis ces préconisations-là en route à l'époque, alors qu'il y avait d'autres dysfonctionnements dont la justice a eu à connaître et qui étaient bien plus importants à l'époque. Première chose. Deuxième chose, contrairement à ce que j'entends ici, à aucun moment la sécurité des chefs de l'État n'a été mise en danger. C'est pourtant le premier constat de cette commission d'enquête. La sécurité du président a été affectée. À aucun moment. Tout le monde vous le dira, à aucun moment, la sécurité du président n'a été mise en danger. 3. C'était l'objet de la commission. Y a-t-il des milices privées ? On a entendu au début de la commission, j'ai pas assisté. Alors, les questions étaient, y a-t-il des milices privées ? Il n'y a pas de milices privées à l'Élysée. 3e, y a-t-il des collaborateurs officieux ? Non, il n'y a pas de collaborateurs officieux. Donc, la commission, tant d'elle-même, c'était ça, son périmètre d'investigation. Sur ces questions de périmètre, la réponse est non. Ensuite, on a voulu, je le répète ici, aller un peu plus loin. J'entends bien aujourd'hui, on dit, vous vous rendez compte, c'est tout le système qui participait de la chose. Enfin, et mettre en cause, moi je vous le dis franchement, et là Françoise l'a dit, je pense très sérieusement, mettre en cause quelqu'un publiquement, comme M. Stroda aujourd'hui, donc quand on connaît le sens de l'État, l'intégrité personnelle de l'État, ça me paraît aujourd'hui une infamie. Une infamie. François Bonhomme. Moi, je ne partage pas du tout cette opinion. Je crois qu'il faut s'en tenir à la lecture, certes un peu longue, je l'admets, mais très précise des faits qui sont relatés dans ce rapport. On apprend quand même qu'un adjoint, un chef de cabinet, prend des libertés avec les fonctions, fait office à des fonctions de protection rapprochée du président,
avec des ports d'armes qui sont vraiment, j'allais dire, tout à fait corne-cul, qui sont un roman à lui seul, M. Benalla va devenir un personnage de roman à ce rythme. Et vous voyez, notre travail est terminé. La justice va s'en saisir ou pas, mais en tout cas, on lui transmet un certain nombre de faits sur lesquels elle aura à se prononcer. Mais il n'est pas impossible que dans les prochains mois, nous ayons encore des révélations. Donc, moi, j'ai un peu le tournis, parce que c'est une affaire à tiroir. C'est la justice Alors, qui le dira, c'est pas le franchement, rôle du mon Sénat. cher collègue, évoquer le rôle de notre président de commission qui vraiment a été salué par tout le monde et dire que quand il a eu d'autres fonctions, il aurait pu On rappelle, il a été secrétaire général de l'Élysée. faire ceci ou faire cela. Quand vous êtes haut fonctionnaire, vous servez l'État. C'est pas vous qui déterminez les modifications, la conduite de la politique du gouvernement. Secrétaire général, il pouvait réorganiser l'Élysée. Vous voyez, même ça relève de l'esquive ou de la contorsion. Il vaudrait mieux que vous acceptiez, plutôt que vous arc-boutiez, acceptiez de corriger des choses qui ont été mises à jour et mises en lumière par la commission d'enquête, plutôt que faire de l'espèce d'esquive ou de la contorsion, à nous expliquer que c'est pas notre problème et que d'autres choses aussi dysfonctionnent. J'ai le droit de mais dire là, que on a c'est quand là où même, on passe ses droits, bien sûr, mais on a quand même traité un sujet de fond. Et en plus, on l'a fait dans une espèce de sérénité qui a été saluée par tout le monde. Bon, alors moi je comprends comprends l'émotion de mon collègue Patria, mais sincèrement, voilà, cher collègue, moi je me rappelle pas que l'intitulé de la mission était à la recherche de barbouzes ou de milices privées à l'Élysée. Non, attends, t'exagères. Non, voilà, je dis simplement, et nul ne peut nier ça, et je le dis très calmement, que moi je ne mets pas en cause le président de la République. Je dis simplement que ce que l'on constate et ce que tu dis confirme ce que j'essaie de retirer de cette commission, c'est que ça doit fonctionner de manière normale la plupart du temps, mais aujourd'hui, l'organisation fait que nous sommes à la merci, et le président de la République est à la merci d'un individu qui, tout d'un coup, comme on dit vulgairement, pète les plombs, a l'impression d'avoir des pouvoirs extraordinaires, et cela met en danger la présidence de la République, et que je pense que tu reconnais, comme nous, que le fait de s'assurer, quand on prend quelqu'un comme chargé de mission, que les choses vont bien, le fait de mettre en place des procédures pour éviter des dérapages individuels, je crois que c'est rendre service à la République et c'est faire œuvre de pensée démocratique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, et j'aimerais, chers collègues, qu'au-delà de l'indignation que j'entends, voilà, on puisse chacun reconnaître ça, car ce serait grand par rapport à l'état d'esprit général de ce pays, d'éviter de retomber par des excès de sentiments dans un entretien de populisme qui nous dessert tous. Oui, Éric Bocquet, ça intervient quand même, on le disait, dans un contexte à la fois de remise en cause du rôle du Parlement, mais aussi de tension entre l'exécutif et le Sénat. Ça ne va pas s'arranger. Il y a un risque, effectivement. Il faut retrouver la sérénité, redonner la confiance à nos concitoyens dans les institutions, qui ne sont pas idéales. Il y a certainement des choses à réformer, incontestablement, je suis le premier à le dire. Mais là, il ne faut pas en rajouter. Je ne comprends pas cette fébrilité. Depuis le début de l'affaire, il y a de la fébrilité dans le gouvernement, et ça continue, et ça s'amplifie. Il y a beaucoup de véhémence. S'il y a autant de sérénité de votre côté, s'il n'y a rien dans l'affaire, dans le dossier, la justice le dira, et vous sortirez serein. Il y a beaucoup de véhémence dans vos propos. Depuis ce matin, on entend vraiment. François Patria. J'ai dit que sans doute M. Benalla et M. Kras ont commis des délits, que la justice les instruit et que s'ils sont prouvés, ils seraient punis. Je ne défends pas ici ni M. Kras ni M. Benalla. Mais je dénonce ici des arrière-pensées du Sénat et de la Commission, de la majorité du Sénat, avec l'appui de l'opposition républicaine par ailleurs, pour essayer de faire de cette affaire une affaire d'État qui n'en est pas une, et d'aller atteindre et d'affaiblir l'exécutif, ce qui est son arrière-pensée. Mais j'entends, ça peut être légitime, on peut le dénoncer, on peut dire que c'est pas vrai, qu'on est dans la virilité, dans la justice. Moi, dans le rapport, à aucun moment, la Commission n'a dévoilé des faits nouveaux. C'est les médias qui l'ont fait. La Commission n'a servi à rien. Ça va ouvrir une nouvelle crise, absolument à rien. Entre le Sénat et l'exécutif, ça ouvre une nouvelle crise, cette séquence de ce rapport. J'espère que non, je pense que dans 8 jours, on n'en parlera plus, mais... voilà. On voit quand même la réaction de pas de l'affaire Benalla, je parle du rapport. On voit la réaction de Bruno Retailleau. Le Sénat respecte la Constitution et la loi, il ne se laissera pas intimider, ce sont ses mots. Il y a une tentative d'intimidation ce matin de la part d'Édouard Philippe dans ses propos? Non, il y a une réponse qui me paraît à la hauteur, j'allais dire... de la borne dépassée par le Sénat dans les attendus des pages annexes quant à la mise en cause de collaborateurs de l'Élysée. C'est tout. Oui. C'est une réponse graduée. Vous en avez parlé avec le président du Sénat? Non, je n'ai pas vu le président du Sénat depuis hier soir, non. François Bonhomme, une réaction? Je ne pense pas qu'ils soient emballés par la proposition du rapporteur
qui maintenant lui met sur les épaules et en responsabilité le fait d'aller prendre une décision ultérieure. Je pense que ça ne l'arrange pas beaucoup. Je ne pense pas que ça l'arrange beaucoup. Non, je crois que c'est surtout un paradoxe parce que c'est le gouvernement et la présidence de la République qui s'affaiblit elle-même en niant l'évidence et en faisant du déni. J'ai vu les déclarations de Nicole Belloubet qui se fait en fait avocat de Benalla. J'ai vu le porte-parole qui se fait porte-parole non pas de gouvernement mais de Benalla. Je crois qu'au contraire, ils auraient dû, plutôt que de se crisper et d'être en difficulté là-dessus, admettre qu'il y avait des dysfonctionnements, dire on va les corriger sur la base du rapport qui est transmis, qui est rendu public par le Sénat, laisser la justice de son côté pour les faits pour lesquels elle est possiblement saisie après la saisine du bureau. Et puis peut-être que ça aurait été la marque. Au contraire, sur les membres, sur les épaules du bureau, Éric Bocquet, ça aurait été la marque d'une démocratie moderne. Éric Bocquet. François, mais jamais Mme Belloubet n'a défendu M. Benalla. Vous ne pouvez pas dire ça. Jamais elle ne l'a défendu. Elle a dit qu'on avait outrepassé nos droits. Non, jamais. Non, mais pour les faits que j'ai évoqués tout à l'heure, pas pour M. Benalla. Jamais elle n'a défendu. Personne. Une belle journée en perspective pour les membres du bureau. Absolument. Il nous est reproché de penser à l'Élysée, mais quand même, souvenons-nous de ce que M. Macron a dit au mois de juillet. Il n'y a qu'un responsable ici, c'est moi, et qu'il vienne me chercher. C'est lui qui a dit ça. Et là, M. de Belenet, nos collègues, nous dit que ce rapport a fait pchit. Moi, je pense qu'il risque de faire boum à un moment donné. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Éric Bocquet. Merci, Françoise Gatel. Merci, François Bonhomme. Merci, François Patria, d'être venu sur ce plateau. C'est donc cette information principale qui nous occupe aujourd'hui ici au Sénat, cette déclaration du Premier ministre qui attaque la Haute Assemblée et son rapport sur l'affaire Benalla. Une appréciation très politique, nous dit le Premier ministre. On l'écoute tout de suite. Personne ne peut être surpris que le Sénat fasse de la politique. C'est assez naturel. Je crois que ça ne surprend personne. Peut-être peut-on exprimer une déception lorsque des sénateurs qui, je n'en doute pas, ont le sens de l'État, méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs de cette façon. J'ai entendu le président de la commission des lois du Sénat dire il y a peu de temps qu'il ne souhaitait pas qu'une commission d'enquête soit engagée dans une affaire qui, je crois, concernait des actes commis par un certain nombre de prêtres au sein de l'Église catholique, qui ne souhaitaient pas réunir une commission d'enquête parce que des procédures judiciaires étaient en cours. C'est intéressant. La cohérence est aussi une vertu des hommes d'État. Voilà, et tout de suite, on retourne salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous, Tam Tranu, et le sénateur socialiste, membre de la commission des lois, Jérôme Durain. Oui, Jérôme Durain, eh bien, votre réaction à la déclaration extrêmement critique d'Édouard Philippe à l'égard du Sénat, qui reproche notamment à la commission d'enquête d'avoir méconnu la séparation des pouvoirs. Je crois que c'est largement infondé. Il y a une forme de défense de l'exécutif, de la majorité présidentielle, mais qui mouline un peu dans le vide. Enfin, les Français ont le rapport, ils peuvent juger sur pièce. Qui peut croire que tout ce que les sénateurs de la commission d'enquête, les deux co-rapporteurs, ont dit est infondé et que le Sénat, qui est une chambre un peu sérieuse quand même, pourrait prendre le risque de fonder des propos à la légère. C'est excessif. Est-ce que la guerre est déclarée, selon vous, entre l'exécutif et le Sénat, avec cette intervention quand même un petit peu étrange d'Édouard Philippe, qui est ainsi arrivé sur le perron pour faire cette déclaration et a remis une pièce dans la machine, en quelque sorte? Écoutez, moi je trouve que tout ça est étonnant. On a une démocratie qui fonctionne, on a une chambre haute qui est à distance des enjeux les plus politiciens, on le sait. On nous dit le Sénat fait de la politique, mais qui ne fait pas de la politique? Effectivement, on fait de la politique, on s'occupe de la démocratie, on s'occupe de l'équilibre institutionnel du pays, on s'occupe de la sécurité du président de la République et on enregistre des dysfonctionnements à la tête de l'État. C'est notre travail. Les Français peuvent le juger. Tout le reste n'est que commentaire et je crois qu'on est plutôt là dans quelque chose qui est assez positif pour la démocratie puisqu'il y a une chambre haute qui veille au grain, qui fait son travail. Il n'appartient pas au Parlement de se prononcer sur le fonctionnement interne de la présidence de la République, a martelé ce matin le Premier ministre. Est-ce que c'est ce qu'a fait la commission d'enquête et est-elle dans son bon droit en faisant cela ? Pas du tout. Nous n'avons pas outrepassé les prérogatives qui sont les nôtres. On a fait notre travail dans le respect des institutions. Nous sommes très très respectueux, très scrupuleux vis-à-vis de la séparation des pouvoirs. On fait notre travail, chacun fait le sien et tous les autres commentaires sont superflus. On a senti au sein de la commission d'enquête une grande unanimité dans l'ensemble. Il y a eu quelques abstentions, notamment de La République En Marche. Mais lorsque l'on voit la lettre, la saisine du bureau, là, il y a un peu plus de débat, notamment sur les cas
cas de Patrick Strodad, Alexis Kohler et du général Lavergne. Vous, de quel côté êtes-vous? Est-ce que vous jugez qu'ils sont quasiment coupables, en tout cas qu'ils peuvent être attaqués eux aussi en quelque sorte pour parjure, pour avoir en tout cas dissimulé une part significative de la vérité? Si l'exécutif, si le président de la République, si le Premier ministre avait tant de respect que ça pour les grands serviteurs de l'État, entre guillemets, alors il ne les aurait pas obligés à se mouiller dans cette affaire, à être empêtrés dans des balivernes, dans des commentaires gênés, controuvés. Et c'est donc finalement l'exécutif qui a mis ces grands serviteurs de l'État en difficulté. Nous, on le pointe, chacun assume ses responsabilités. Et merci beaucoup, Jérôme Durin, pour votre réaction. Merci beaucoup, Tam, pour cette nouvelle réaction. Alors, pour l'exécutif, le Sénat n'a pas respecté le principe de séparation des pouvoirs et s'est livré à une appréciation très politique. Alors, la Haute Assemblée est-elle allée trop loin? Élément de réponse avec Fabien Riquer. Le gouvernement persiste et signe. La commission d'enquête du Sénat aurait porté atteinte à la séparation des pouvoirs. Engagés dans une croisade politique, les sénateurs seraient sortis de leur rôle. La commission d'enquête, elle dit un certain nombre de choses. Elle dresse un certain nombre d'hypothèses sans apporter la preuve de quoi que ce soit. Elle produit un certain nombre de préconisations. Mais établir les faits, ça n'est pas le rôle de la commission d'enquête. Établir les faits, c'est le rôle de la justice. La commission a-t-elle empiété sur le terrain judiciaire? Officiellement, les travaux des sénateurs ne portaient pas sur les agissements d'Alexandre Benalla sur le terrain, mais sur les dysfonctionnements au sein de l'appareil d'État. Pour ce constitutionnaliste, les sénateurs ont certes évolué en terrain glissant, mais se sont tenus à l'écart du travail des juges. La commission d'enquête, à strictement parler, n'a pas enquêté sur des faits qui faisaient l'objet de poursuites. Ils n'ont jamais interrogé sur les vidéos dont a pu bénéficier Alexandre Benalla, qui le filmait, comment est-ce qu'il se les est procurées, parce qu'il y a une enquête sur cela. Dès lors, le Sénat était-il dans son rôle de contre-pouvoir vis-à-vis de l'exécutif? L'article 24 de la Constitution prévoit que le Parlement contrôle l'action du gouvernement, mais pas celle du président de la République. En s'attaquant à la machine élyséenne, les sénateurs auraient donc franchi une ligne rouge selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Cette argumentation ne tient pas parce que, comme je l'ai rappelé, le principe de séparation des pouvoirs englobe tous les pouvoirs. Et si l'on appliquait cette logique-là, cela voudrait dire, d'une part, que la présidence de la République échapperait à tout contrôle et que, par conséquent, elle bénéficierait d'une impunité et une immunité totale, alors que cette immunité ne profite qu'au président de la République, en vertu de l'article 67 de la Constitution, mais pas à l'institution. En formulant des recommandations sur l'organisation de l'Élysée, les sénateurs joueraient donc leur rôle de contre-pouvoir dans un climat plus que jamais détérioré entre le Sénat et l'exécutif. Oui, Alexandre Poussard nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Alexandre, vous êtes journaliste au pôle parlementaire de Public Sénat et vous avez regardé avec attention ces 13 préconisations. Est-ce que le Sénat fait de l'ingérence dans les affaires de l'État ? Alors, tout d'abord, il y a des recommandations sur le personnel de l'Élysée, mais qui est sur la responsabilité du gouvernement, avec notamment la proposition numéro 1, réformer le GSPR, le groupement de sécurité du président de la République. La proposition numéro 10, faire la liste des activités professionnelles des réservistes du commandement militaire de l'Élysée. Alors, ces deux services de sécurité du président sont sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, donc du gouvernement. Le Sénat est donc dans son droit quand il propose de les réformer. Alors, est-ce qu'il y a des propositions qui pourraient poser problème, selon vous, Alexandre ? Eh bien oui, celles qui concernent uniquement l'organisation interne de la présidence de la République et donc pas l'action du gouvernement, et notamment la proposition numéro 5. Le Sénat préconise une enquête administrative avant le recrutement de chaque collaborateur de l'Élysée. Il y a également la proposition numéro 11. Le Sénat veut conforter le contrôle du Parlement sur les services de la présidence de la République. Et puis, les sénateurs veulent mettre fin aux collaborateurs officieux du président de la République. Alors, ces trois propositions, elles sont considérées par le gouvernement comme une ingérence du Parlement dans les affaires de l'Élysée. Et c'est d'ailleurs l'argument d'Édouard Philippe qui dit que le président du Sénat, Gérard Larcher, n'accepterait pas de l'Élysée la situation inverse. Alors comment le Sénat justifie finalement ces propositions, Alexandre ? Eh bien, les sénateurs avancent que la Constitution interdit effectivement au Parlement d'enquêter sur le président de la République, mais rien n'interdit d'enquêter sur les services de l'Élysée. Et d'ailleurs, il y a déjà des contrôles des services de l'Élysée qui existent, avec notamment le rapport annuel de la Cour des comptes sur la gestion de l'Élysée. Le Parlement réalise aussi un contrôle budgétaire annuel pour préparer sa loi de finances. Et puis, il y a la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui peut demander n'importe quel document administratif à l'Élysée. C'est sur cette base que le Sénat estime qu'il peut contrôler les services de l'Élysée. En tout cas, rien ne l'interdit.
Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions. On continue les réactions politiques, cette fois avec Tam Tranui, toujours depuis la salle de conférence du Sénat, avec le président du groupe centriste, sénateur des Hauts-de-Seine, Hervé Marseille. Hervé Marseille, que pensez-vous de la déclaration très critique d'Édouard Philippe à l'égard du Sénat? Il reproche aux sénateurs de méconnaître le principe de séparation des pouvoirs avec ce rapport de la commission d'enquête Benalla. Est-ce que pour vous c'est le cas? Écoutez, je crois que c'est peut-être un peu dur parce que le Sénat a bien travaillé. Cette commission a fait honneur au Sénat. Elle a montré que le Sénat était le contre-pouvoir. C'est là que le débat se faisait. Les rapporteurs ont très bien travaillé. Alors, je comprends que certains aspects des conclusions puissent irriter l'exécutif. Est-ce que vous êtes surpris que le Premier ministre intervienne ainsi et qu'en quelque sorte il remette une pièce dans la machine? C'est un peu le jeu. Je veux dire, le Sénat a travaillé, il a fait un rapport, il y a des conclusions. On peut discuter de ces conclusions. Certaines me paraissent positives, d'autres peut-être méritent d'être discutées. En tout état de cause, nous ne sommes pas le judiciaire. Il y a une procédure judiciaire. Les juges vont de leur côté travailler. Nous, il nous appartenait de faire des propositions. C'est ce qui est fait. Vous avez un avis nuancé sur les conclusions de la commission d'enquête, auxquelles êtes-vous favorable et lesquelles pour vous sont plus compliquées? Je veux dire, sur le rapport, on est tous d'accord. La commission est unanime. En revanche, sur le diagnostic. Oui, sur le diagnostic et sur les propositions, il y en a 13. En revanche, sur ce qui est de la pure prérogative du président de la commission, qui demande au bureau du Sénat d'intervenir et d'apprécier la suite à apporter sur la conduite de M. Benalla, on est d'accord. En revanche, s'agissant des collaborateurs du président de la République, sur des sujets qui me paraissent très mineurs, personnellement, je ne suis pas d'accord. Alors, je rappelle que le rapport met également en cause donc, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, ainsi que le général Lavergne, et notamment parce qu'ils jugent qu'ils ont dissimulé une part significative de la vérité, notamment autour de la fonction d'Alexandre Benalla. Absolument. Et là, il s'agit de la prérogative du président de la commission. Et il propose, donc on a le droit de disposer, qu'on donne suite à sa demande d'intervention du bureau pour que M. Benalla, son dossier soit traduit devant le parquet, parce qu'il a menti, et c'est vrai. En revanche, s'agissant du directeur de cabinet du président de la République, s'agissant du secrétaire général de la présidence, s'agissant du général Lavergne, je pense que les griefs qui sont faits sont assez mineurs et ne me paraissent pas devoir apporter de suite. Ce n'est pas la dernière réplique de l'exécutif. Les services de l'Élysée nous ont dit aujourd'hui qu'ils examinent en profondeur les recommandations du rapport pour y réagir prochainement. C'est donc une espèce de bombe à fragmentation. Oui, mais il s'agit encore une fois de préconisations dans le rapport. Il y a deux choses. Il y a un diagnostic, une analyse. Il y a des préconisations sur le fonctionnement de l'Élysée. Et là, l'exécutif verra ce qu'il y a lieu de faire, soit de les reprendre, soit de ne pas les reprendre. En revanche, s'agissant du pouvoir du président de la commission, qui a capacité, et c'est ce qu'il a fait, à saisir le président du Sénat pour lui demander de présenter au bureau la demande de saisine du parquet, s'agissant de M. Benalla, ça me paraît très fondé. Personne ne peut dire le contraire. En revanche, s'agissant des collaborateurs du président, je pense qu'il y a matière à discuter parce que ça ne mérite pas ça. Eh bien, merci beaucoup Hervé Marseille d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. On continue notre édition spéciale au lendemain de la publication du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla avec 4 nouveaux invités qui m'ont rejoint sur ce plateau. Ariane Chemin, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au journal Le Monde à l'origine de cette affaire Benalla. Également sur ce plateau, Olivier Roucan, bonsoir. Vous êtes politologue et constitutionnaliste. Et puis j'accueille 2 sénateurs, Rachid Temal, sénateur socialiste du Val-d'Oise, et Philippe Dallier, bonsoir. Vous êtes sénateur LR de la Seine-Saint-Denis. Ariane Chemin, quel regard portez-vous sur cette réaction très rapide ce matin de Matignon finalement? On s'attendait à une réaction de l'Élysée. Ce sont bien les services du Premier ministre, Édouard Philippe lui-même, qui est intervenu sur le perron justement pour s'attaquer frontalement à ce rapport de la commission d'enquête. Alors je suis ni juriste ni politique, mais ce qui me frappe, c'est que depuis le début de cette histoire, chaque fois qu'il y a une prise de parole publique de l'exécutif, que ce soit d'Emmanuel Macron,
à 2 reprises, et cette fois-ci d'Édouard Philippe, c'est toujours une catastrophe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pas préparé, que ça va très très vite, que ça vient un peu à contretemps, que ça remet d'une certaine manière une pièce dans la machine, puisque là déjà ça fait polémique, c'est un peu bafouillant. Et ça m'a rappelé, c'est vrai, cette prise de parole d'Emmanuel Macron à la Maison de l'Amérique latine au mois de juillet, où devant Nicole Belloubet, garde des Sceaux, mais aussi devant le président de l'Assemblée nationale, il avait dit, en gros, voilà, que c'était sa responsabilité, qu'on vienne me chercher. Et puis ensuite, une seconde fois, sur Europe 1, chez Nikos Aliagas, où il avait été même en deçà, puisqu'il n'avait plus parlé de trahison, et qu'il avait expliqué qu'il fallait excuser Alexandre Benalla, qu'il venait, il avait dit des territoires, que en fait il avait voulu embaucher cette personne parce qu'elle avait une histoire différente. Je me souviens très bien. Il n'avait pas les codes, effectivement. Et là, il avait dit aussi cette phrase en disant « Est-ce que l'Élysée a voulu cacher quoi que ce soit ?» Pas du tout. La vidéo qui montrait Alexandre Benalla était en ligne depuis le 2 mai. On sait très bien qu'il y a eu que tout a été fait quand même pour que la presse ne s'intéresse pas à cette histoire et ne sache jamais qu'Alexandre Benalla était sous le casque ce jour-là, place de la Contrescarpe. Panique, fébrilité de la part des services de Matignon et de l'exécutif. Oui, je suis entièrement d'accord. En fait, la question qui se pose est de savoir si cette équipe gère bien les crises, parce que il y a sur le plan de la communication de crise, à l'évidence, des ratages et des ratés. On peut se référer notamment à la prise de parole hier de Benjamin Griveaux, qui nous explique qu'il commente un rapport et puis qu'il ne l'a pas lu. Donc il y a quand même il commente sévèrement d'ailleurs. Commente sévèrement. Donc on peut se demander si cela ne vient pas en partie d'un sentiment alors je dirais de toute puissance. Dans tous les cas, pendant un an, il est vrai que cette équipe a été accueillie de façon très favorable, comme rarement. Et tout d'un coup, il y a eu un renversement à partir de la rentrée dernière et des suites de cette affaire Benalla. Dans tous les cas, sur cette question, dès le départ, il y a une communication qui ne répond pas aux attendus en matière de gestion de crise. Votre sentiment, Rachid Temal, puisqu'on voit aujourd'hui le débat qui se déplace sur le terrain de la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'il y a eu une atteinte justement à cette séparation des pouvoirs avec ce rapport de la commission d'enquête? Moi, je ne pense pas. Et je pense que c'est surtout une tentative de pare-feu. D'abord, Mme Belloubet nous avait aussi permis d'avoir une belle tribune en juillet dernier, nous interdisant de recevoir M. Benalla. Tout ça démontre que ce n'était pas sérieux. D'ailleurs, Mme Belloubet était effectivement, à l'époque, à la Maison de la Latine, et là, il n'y avait pas de problème de ce point de vue-là. Si on est un peu sérieux maintenant, il faut reprendre l'essentiel. Le contenu de ce qui est indiqué est extrêmement grave. Dire ce qui s'est passé, c'est tout un système qui, quand même, soit n'a pas été contrôlé, soit au contraire trop bien contrôlé. Le fait est, c'est qu'il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement les attitudes du 1er mai, et il y a tout ce qu'on a découvert par ailleurs. Et le Sénat, je rappelle, quand on le compare avec l'Assemblée nationale, on nous indiquait que c'était une tempête dans un verre d'eau, qu'on savait déjà tout, il n'y a pas de problème. Au bout de 4 jours, à l'Assemblée nationale, ils se sont auto-dissous. En fait, ça faisait très temple solaire, d'ailleurs. Madame la présidente de la commission avait supprimé cela. On a vu qu'il y avait de la matière, de choses à dire. Et moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est la question des contrats russes. Puisque vous avez là le responsable de la sécurité du président de la République, habité secret défense. Le responsable de la sécurité du président de la République, du parti présidentiel, et par personne interposée à Matignon, 3 personnes sont alors au cœur de l'État, négocient, font des affaires avec des oligarques russes sur des questions de sécurité, et on pense que tout ça n'a pas d'incidence. Et donc il y a une question sur la sécurité de notre pays, sur la sécurité d'un certain nombre de secrets, et même du président de la République. C'est là, à mon avis, François la Patriat, suite. le président du groupe En Marche, nous disait que la sécurité du président n'a pas été affectée, contrairement au premier constat du rapport de la commission d'enquête. Ça, c'est une déclaration qui, manifestement, n'est pas exacte. Le rôle de M. Benalla au sein de l'Élysée, il a été mis en évidence, j'allais dire, par la commission d'enquête. Tout ça a été extrêmement flou. Manifestement, enfin flou jusqu'à un certain point, manifestement, il s'occupait de la sécurité du président de la République. Et le Sénat était tout à fait fondé et parfaitement dans son droit à essayer de comprendre comment la sécurité du président de la République était organisée.
Parce qu'effectivement, il a 26 ans, il n'a aucune expérience, hormis d'avoir travaillé dans des boîtes de sécurité, et il se retrouve en position de donner des ordres, ou en tous les cas de jouer de sa position vis-à-vis du GSPR. Enfin, c'est quand même incroyable, cette histoire, incroyable. Et lorsqu'on voit le Premier ministre, et ça, franchement, ça m'a choqué. Et le Premier ministre de la France sortir sur le perron de l'Élysée pour aller critiquer le travail qui a été fait par le Sénat, travail qui a été unanimement salué par la presse ce matin, jusqu'à France Culture qui dit du bien du Sénat, c'est pas tous les jours quand même, unanimement salué, et voir le Premier ministre de la France sortir sur le perron de l'Élysée pour essayer de dénigrer le travail de cette commission d'enquête, c'est choquant. Vraiment, c'est choquant. Édouard Philippe n'avait pas l'air très à l'aise, effectivement, dans sa déclaration. Je ne sais pas qui lui a demandé de le faire, mais on le sentait mal à l'aise, mais pour l'image du Premier ministre et de la fonction, mais quel naufrage, quel naufrage. Et cette affaire est un naufrage depuis le début, un naufrage en termes de gestion de crise, un naufrage parce qu'on a découvert effectivement qu'au cœur même de l'Élysée, les choses étaient faites, mais à l'emporte-pièce. Et puis c'est vrai que cette affaire de contrat négocié par quelqu'un qui est en position à l'Élysée, mais c'est gravissime cette affaire-là. Alors on parlait de la réaction d'Édouard Philippe, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, s'est également de nouveau exprimée cet après-midi. Elle faisait une conférence de presse sur la loi de programmation pour la justice. Mais elle a été interrogée, bien entendu, sur cette affaire Benalla. Écoutez. Je crois que la déclaration d'Édouard Philippe dit exactement ce qui est écrit dans la Constitution. Et je pense que dans ce domaine-là, plus que dans tout autre, il faut faire attention à ce qui est écrit dans le texte constitutionnel, qui est notre norme à tous. Que dit le texte ? Il dit qu'on peut mettre en place des commissions d'enquête. C'est la révision de 2008 qu'il l'a proposée et c'est une très bonne chose. Ces commissions d'enquête, elles doivent fonctionner en respectant l'article 24 de la Constitution qui précise évidemment que le rôle du Parlement, au-delà de voter la loi, d'évaluer les politiques publiques, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Les mots sont extrêmement clairs. Or, il se trouve que dans notre République, le gouvernement, il est dirigé par un Premier ministre, il comprend des ministres. La présidence de la République, ce n'est pas le gouvernement. Cela fait partie du pouvoir exécutif. Il n'y a aucune immunité, monsieur, je souhaite terminer ma réponse, il n'y a aucune immunité. Le service, évidemment, les services de l'Élysée font l'objet de contrôle quand il s'agit de contrôle financier, c'est de la Cour des comptes, etc. Ce n'est pas une question d'immunité, c'est une question de responsabilité et de légitimité. Pourquoi est-ce que les services de l'Élysée et le président de la République ne sont pas soumis aux mêmes règles que le gouvernement ? C'est parce que le président de la République tient sa légitimité directement du peuple. Il a été élu par le peuple au suffrage universel. Et c'est cela qui justifie finalement et qui fonde la séparation des pouvoirs. Et le respect de cette séparation des pouvoirs est très important pour notre démocratie. Dans le rapport, il y a une question aussi de la protection du chef de l'État. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui a la main sur cette protection. Il est donc normal de contrôler la protection du chef de l'État et de pointer les dysfonctionnements de cette protection, non ? Moi, je ne veux pas commenter le contenu du rapport. Je veux juste parler ici de l'équilibre des pouvoirs et du respect de l'équilibre de ces pouvoirs. Est-ce que vous allez donner des explications sur le fond de votre position, la position du gouvernement sur le rapport ? L'Élysée a déjà dit que le moment venu, il apporterait les réponses qui sembleraient nécessaires. Moi, je n'ai pas d'explication à donner. Je n'ai pas d'explication à donner, dit la garde des Sceaux. Ariane Chemin, on voit bien que ce qui gêne aussi le gouvernement, c'est ces 3 hauts fonctionnaires qui sont finalement ciblés par ce rapport dans les annexes. Leur cas va être transmis au bureau du Sénat qui pourra éventuellement saisir la justice pour faux témoignages. Ça, c'est ce qui agace le plus visiblement. Oui, c'est ça qui pose problème très, très nettement, même si M. Stroda, le directeur de cabinet du président de la République, est plus épargné que les 2 autres. On voit à la fin du rapport que il y a une petite part. Oui, parce qu'au fond, au-delà de tout ça, est-ce que le président était en sécurité ? Ce que ça raconte, cette histoire, Benalla, c'est que c'est le propre des gouvernements et des présidents qui naissent de rien. Au fond, n'oublions pas qu'il y a 3 ans, En Marche, ça n'existe pas. Eh bien, en fait, ça a attiré des gens qui veulent faire des affaires et des lobbyistes. Et Alexandre Benalla, pourquoi il rentre à l'Élysée ?
Pourquoi on aurait pu imaginer qu'il soit... il rentre à l'Élysée pour se faire un carnet d'adresse et pour faire des affaires après. C'est évident. Enfin, après et en même temps, d'ailleurs. Après et en même temps, mais en tout cas... C'est le fameux en même temps. Mais en fait, il y a une grave erreur d'appréciation de ce personnage par l'ensemble du cabinet. C'est à la fois par Emmanuel Macron, mais aussi par le cabinet entièrement. Ils n'ont pas compris qui était Alexandre Benalla, pas du tout. Et ça, c'est un problème. Ça vous fait réagir aussi, Olivier Roucan, cette déclaration de la garde des Sceaux qui dit, le Parlement a une fonction de contrôle du gouvernement, mais ne doit pas fonctionner finalement les services de l'Élysée. La nuance est subtile, mais elle est là. Si vous voulez, si on suit jusqu'au bout ce raisonnement, on contrôle uniquement le gouvernement. Il est vrai que dans la Constitution, le président ne fait pas partie du gouvernement. Si on suit cette affaire, alors pourquoi vote-t-on le budget et le contrôle-t-on ? Puisque c'est une partie de la mission pouvoir public. Et chaque année, le Parlement vote le budget de l'Élysée, le contrôle, et vous avez même désormais la Cour des comptes en plus qui donne son avis. Donc, si vous voulez, il y a marqué, en plus dans l'article 24, donc le contrôle du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Et à ce titre de l'évaluation des politiques publiques, on peut entendre beaucoup de choses. Donc les commissions d'enquête peuvent être formées dans cette perspective. Bon, on comprend bien. Alors, si on suit Madame Belloubet, on va réviser la Constitution pour les démocrates et ceux qui veulent que le Parlement joue pleinement son rôle, et on mettra contrôle l'action du gouvernement et du président. Mais on comprend bien que l'esprit est celui-ci quand même. Philippe Dallier. Depuis ce matin, beaucoup d'éminents constitutionnalistes se sont exprimés pour soutenir, alors non pas le Sénat, mais enfin pour confirmer que l'analyse de Madame la garde des Sceaux n'est pas exacte. Et on voit bien qu'elle essaye de discréditer le travail du Sénat sous couvert du non-respect de l'article 24 de la Constitution. Elle se trompe, et je pense qu'elle sait qu'elle se trompe, mais voilà où en est rendu le gouvernement au bout de ces 6 mois et quelques d'affaire Benalla. Ils n'ont rien géré depuis le début. Et plutôt, à un moment donné, de reconnaître les dysfonctionnements, ce qui aurait, à mon avis, effectivement, peut-être renforcé la thèse d'un individu isolé qui aurait fait tout cela. Parce que la question se pose quand même encore. Vous supposez, effectivement, que tout cela s'est fait sans que personne, dans le cabinet du président de la République... Je ne dis pas ça. Enfin, en tous les cas... Je suis prudente. Voilà. Et je pense qu'il faut être prudent, parce que qu'il ait pu agir ainsi et se prévaloir de l'autorité que lui conférait son poste, et agir ainsi sans que personne s'en aperçoivent du tout. Mais bon sang, pourquoi après l'ont-ils couvert de cette manière-là jusqu'à nier l'évidence ? Enfin, il y a quand même des questions qui se posent. Donc tout ça a été géré, mais d'une manière incroyablement... Je ne sais pas quel terme utiliser, mais c'est de l'amateurisme complet. Mais ce dont on parle, c'est quand même de la sécurité du président de la République. Imaginons que des Russes fassent chanter M. Benalla sur ces histoires de contrats pour obtenir des informations sur la sécurité du président de la République. Vous pensez que le Parlement n'a rien à dire là-dessus ? Mais bien sûr que nous avons des choses à dire. Ariane Chemin, peut-être. Oui, ce qui est d'ailleurs fascinant, je trouve, dans cette histoire, c'est que je me souviens qu'au mois de juillet 2018, il y avait une sorte d'élément de langage qui arrivait semaine après semaine. Donc, on nous expliquait successivement que ça n'intéressait pas les Français, alors que le Public Sénat a fait des records d'audience. Ensuite, on nous a expliqué aussi qu'il y avait les Russes, des comptes russes qui alimentaient l'histoire et qui gonflaient cette histoire. Et en fait, c'est le propre des systèmes paranoïaques. C'est-à-dire que la Macronie, je pense, est très parano. Il ne communique que sur téléphone crypté, etc. Et au fond, c'est comme l'histoire du fameux motif sur le tapis. Ils avaient là, au fond, au milieu d'eux, l'homme par qui le scandale est arrivé, l'homme qui faisait des contrats avec les Russes, et il nous parlait de comptes russes, c'est-à-dire que, en fait, leur paranoïa les a aveuglés. Rachid Temal, sur cette question aussi du Sénat, est-ce qu'il est vraiment dans son rôle ? Est-ce qu'il a parfois pu empiéter sur le domaine judiciaire ? Est-ce qu'il a respecté la séparation des pouvoirs ? Très honnêtement, tout a été dit par les uns les autres. Le Sénat a joué totalement son rôle de contrôle prévu par la Constitution. Et encore une fois, c'est une défense qui est très faible. Eh bien, personne ne veut rentrer dans le fond du dossier. On dit, mais je rappelle, et juste une chose, les 3 personnages qu'on évoque de l'Élysée sont venus à chaque fois indiquer qu'ils venaient avec l'autorisation du président de la République. Et d'ailleurs, le président Philippe Bas le rappelait, qu'ils n'avaient pas l'autorisation de la République, ils venaient, ils étaient convoqués. Vous voyez bien, mais à l'époque, on nous disait, parce qu'ils étaient sûrs d'eux-mêmes, ils nous disaient que c'était le président qui, dans sa mansuétude, nous permettait de les recevoir. Donc tout ça, maintenant, est tombé. Mais je voudrais élargir un peu le propos, parce que dans un débat d'aujourd'hui sur la réforme constitutionnelle, la question des contre-pouvoirs, en gros la démocratie, on voit bien que les contre-pouvoirs que sont la presse, que sont les assemblées et d'autres acteurs, c'est quand même utile.
Et je pense que si on pouvait aussi se dire cela, ce serait une bonne chose. En démocratie, il y a un débat. Les auditions ont été publiques. Il a fallu demander même des compléments d'information. À chaque fois, ça a été donné. Le document est maintenant en ligne ou quasiment. La presse fait son travail. Enfin, alors, donc maintenant, rentrons dans le fond du dossier. Si le gouvernement et le chef de l'État a des choses à dire, qu'ils y rentrent. Est-ce que M. Benalla a fait différents actes? Que faisait-il à l'Élysée? Le port d'armes, le coffre-fort qui a disparu en pleine nuit. Franchement, nous sommes des élus. Je crois incroyable. Que tout ça est pas très sérieux quand on connaît un peu les interventions des forces de police sur le terrain, les contrats russes, on peut continuer comme ça. Tout ça n'est pas très sérieux. Il y a eu une faille absolue, il faut le reconnaître. Et puis passer à la suite. Lorsque l'on évoquait tout à l'heure la gestion de la communication de crise, il est clair que si on prend le déroulé, les réactions de l'exécutif et de différentes personnalités alimentent elles-mêmes finalement la polémique. Et donc ça, c'est assez étonnant parce que par exemple sur le rapport du Sénat, si vous aviez eu une réaction très modérée et nuancée sur le mode, nous allons tenir compte des recommandations très pertinentes des sénateurs et faire quelques réformes, qui ont d'ailleurs commencé de l'organisation de l'Élysée. Je ne dirais pas que le rapport faisait pchit, mais enfin, et que le reste regarde la justice, il y aurait eu une polémique qui aurait été beaucoup moins importante. Et donc, parfois, on se demande s'il n'y a pas un intérêt, finalement, je dirais presque à maintenir le feu sur cette question, ce qui, évidemment, semble tout à fait paradoxal. Un mauvais calcul, un très mauvais calcul, à mon avis. Parce qu'on a vu la réaction de votre président de groupe, Bruno Retailleau, qui estime qu'il y a un risque d'affaiblissement de nouveau des institutions dans ce contexte de crise des Gilets jaunes. Effectivement, je pense que tous ceux qui ont pris la décision, moi je ne sais pas si le Premier ministre a fait cette déclaration effectivement de son plein gré ou si on lui a demandé de sortir sur le perron de Matignon. Mais honnêtement, je pense que c'est de l'inconscience dans le climat actuel. C'est vraiment absolument paradoxal. Et rappelons d'ailleurs que la Macronie, c'était le nouveau monde. Ça en était fini des anciennes pratiques, de tout ce qu'on avait connu. Qu'est-ce qu'on a entendu pendant effectivement une année ? Et pour découvrir qu'en plein cœur de l'Élysée, un type fait les affaires en même temps qu'il est associé ou qu'il dirige, on ne sait pas trop, la sécurité du président de la République, c'est absolument incroyable. Donc il y a effectivement, et les Français l'ont vu et l'ont bien compris, quoi qu'en pense le gouvernement, et ceux qui essayent de le défendre, les Français ont bien compris ce qui s'est passé, et ils en rajoutent encore. Dans le climat actuel d'antiparlementarisme, de contestation de toutes les institutions, je ne comprends pas cette stratégie. Je la comprends pas. La Macronie quand même porte en elle, et on l'a vu dans l'élection présidentielle, une forme de populisme, quand même du rejet, de la vague. Bon. Et j'espère que bien évidemment la volonté du président indiquée dans son courrier aux Français contre le Sénat, où il indiquait qu'on pourrait le fusionner avec le CESE ou d'autres, je suis persuadé que cela n'a rien à voir avec l'affaire Benalla, et que bien évidemment on va tous reprendre de la hauteur. Ce serait bon pour la démocratie, je crois. Alors justement, au Sénat, les réactions ont été nombreuses. Je vous propose d'écouter les réactions de vos collègues sénateurs au micro de Jonathan Dupriez et Yann Carcia ce matin. On peut s'interroger sur la fébrilité de l'exécutif sur ce dossier. Objectivement, avec de tels propos, de telles attaques contre le Parlement, contre le Sénat, peut-être que M. Philippe essaye de cacher d'autres sujets, et des sujets qui sont les préoccupations des Français en matière économique et sociale, leur colère pour nombre d'entre eux. Donc l'affaire Benalla est peut-être le symptôme d'un système qui ne marche pas. En tout cas, nous n'avons fait que le travail qui était le nôtre. Il s'agit de quoi? Il s'agit du Sénat qui exerce son rôle constitutionnel de contrôle de l'exécutif. Nous ne sommes jamais rentrés dans la procédure judiciaire, contrairement à ce qu'a dit la ministre de la Justice qui se conduit en avocate de M. Benalla et de M. Macron. Nous sommes dans le strict contrôle de l'activité de l'exécutif, et en l'occurrence singulièrement de la sécurité du président de la République, c'est pas n'importe quoi, et qui relève du ministère de l'Intérieur. Nous avons noté un certain nombre de dysfonctionnements. Nous regrettons que le pouvoir ait menti. Il n'était pas obligé de le faire, il devait même faire exactement l'inverse. Et nous sommes obligés de poursuivre parce qu'ils ont menti devant des millions de Français en direct dans le cadre de cette commission d'enquête. Ariane Chemin, au départ, la commission d'enquête est bien portée sur les dysfonctionnements avec cette question. Que faisait exactement Alexandre Benalla? Est-ce qu'on a la réponse aujourd'hui?
En tout cas, ça n'était pas le simple bagagiste qu'on a décrit, ça c'est sûr. Je voudrais juste rebondir un peu sur les réactions qu'on entend, parce que moi qui ne suis pas politique, je vois aussi que quand même tous les partis politiques en profitent pour régler leur compte avec la Macronie. Et on l'a dit, effectivement, pourquoi cette affaire a eu aussi autant d'ampleur, c'est parce que, effectivement, Emmanuel Macron marchait sur l'eau depuis 1 an, il avait réussi sa réforme de la SNCF, tout allait bien, et tout d'un coup, effectivement, c'est aussi ça, l'affaire Benalla, c'est aussi une faille où tous les politiques ont pu entrer pour critiquer. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut toujours dire, on s'inquiète beaucoup de la sécurité d'Emmanuel Macron. Moi, voilà, on peut aussi, il y a forcément aussi l'idée un Parce peu. qu'il y a aussi de la provocation, peut-être de la part du chef de l'État, quand il dit justement, on le rappelait à la Maison d'Amérique latine, qu'ils viennent me chercher. Ce rapport du Sénat, c'est une réponse à En tout cas, quand il dit qu'ils viennent me chercher, il ne comprend pas que c'est une phrase qui va s'inscrire durablement dans l'esprit des Français, qui sera sur le dos de beaucoup de gilets jaunes. Et il faut aussi rappeler, quand même, parce que moi, j'ai suivi des manifestations de gilets jaunes, on disait aussi Alexandre Benalla est en prison, il y est, donc on ne peut pas dire non plus que la justice ne fait pas son travail. Alexandre Benalla est en prison, il y a une enquête qui a été ouverte sur le coffre-fort hier, donc elle poursuit son travail aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Alexandre Benalla, oui, il était beaucoup plus que ce qu'on a dit, et c'est ce que reproche, on le voit très bien dans le rapport, c'est-à-dire que jamais les sénateurs n'ont pu savoir exactement quelle était la fonction exacte de M. Benalla, parce qu'elle est d'ailleurs difficile à expliquer. Alexandre Benalla, c'est quelqu'un qui reste jusqu'à 11h le soir à l'Élysée, qui est très disponible, travailleur, bosseur, qu'on peut aller consulter comme ça quand le président se couche tard pour lui dire « bon, qu'est-ce que tu penses de tel truc ?» Voilà, c'est aussi quelqu'un qui est très présent, qui rassure, qui est intelligent, on l'a vu, mais on n'a pas vu aussi que, voilà, qu'il faisait Avec des à chaque fois, à la fois Patrick Stroda, mais aussi Alexis Kohler, qui minimise finalement cette fonction de sécurité, d'agent de sécurité. Alors qu'il était là pour réformer quand même le système de sécurité de l'Élysée. On le voit ça, bien. c'est très important Olivier quand on Roucan. dit que les réactions alimentent finalement la polémique. C'était pas tant devant la commission qui a mis beaucoup de temps à obtenir le document officiel qui lui a été donné, où cette mission de sécurité est mentionnée comme étant une des premières exercées. Comme sur alors le port qu'on a d'armes. expliqué Comme sur le port d'armes. pendant des semaines qu'il n'avait pas de mission de sécurité. Donc forcément, ensuite, c'est moins serein, parce qu'on va chercher à savoir pourquoi il y a eu cette, comme vous disiez tout à l'heure, cette tentative de dissimulation de certaines choses. Et donc c'est ceci aussi qui alimente ce qui devient une affaire. Ça, c'est vrai pour toutes les affaires. D'ailleurs, c'est d'abord l'impression qu'on se fait au départ et qui ensuite est durable, qu'on cherche à cacher des choses. Et donc là, on alimente ensuite la boîte de Pandore. Oui, c'est pas seulement qu'on cherche à cacher des choses, on a quand même le sentiment, et plus que le sentiment, que certains ont utilisé l'appareil d'État pour cacher la vérité. C'est quand même assez incroyable. Enfin, les images qui ont été extraites de la vidéosurveillance, préfecture de police de Paris, transmises à l'Élysée, à on ne sait trop qui, retransmises ensuite à La République En Marche pour être diffusées sur Twitter, enfin, c'est gravissime. On a essayé de masquer la réalité, enfin d'aider M. Benalla dans sa défense. Le coffre-fort qui disparaît, on s'aperçoit que la responsable de la sécurité de Matignon et que son compagnon sont impliqués. Enfin, ça n'est pas rien, tout ça. On ne peut pas renvoyer ça d'un revers de main. Enfin, franchement. Comme quoi, il y avait une personne avec qui on peut revoir maintenant cette histoire-là, c'est Gérard Collomb et sa démission. Qui finalement, peut-être que lui... Il y a peut-être un lien, oui. Il avait mal vécu l'audition, on avait ses propos, là. Et il est parti un peu en claquant la porte, en expliquant qu'il fallait être un peu plus humble, que tout ça se terminerait mal. Comme quoi, Gérard Collomb peut-être nous avait alerté sur quelque chose. Il l'avait dit d'ailleurs, c'était à la fois pour les municipales à Lyon, mais aussi à cause de l'affaire Benalla. Voilà. Et c'est vrai aussi que la première chose qu'aurait dû faire, évidemment, l'Élysée, c'est porter plainte sur la base de l'article 40 dès le 2 mai. Et cette histoire... Ce serait peut-être arrêté là. Avec la sortie du porte-parole. Avec la sortie du porte-parole, mais surtout, évidemment, on aurait pu enquêter a posteriori sur Alexandre Benalla et ça aurait été un vrai sujet, de toute façon. Mais en tout cas, ça aurait été la réaction normale et sensée que l'Élysée aurait dû avoir. Olivier Roucan, ça ne va pas arranger les relations entre l'exécutif et le Sénat, cette nouvelle escalade, je dirais, dans les réactions aujourd'hui autour de ce rapport de la commission d'enquête. Les dernières interventions de l'exécutif ne vont pas dans le sens de l'apaisement, on l'a bien noté. Et donc il y a une inquiétude, enfin moi en tant que constitutionnaliste, je m'interroge sur les conditions de réforme institutionnelle, alors qu'il y a un grand chantier qui a été ouvert par le président lui-même sur cette question, qui inclut une révision de la Constitution. On connaît les conditions de vote de révision constitutionnelle. Alors tout n'est pas lié, mais enfin quand même, on sait très bien que le climat compte beaucoup. Donc il y a une vraie interrogation sur la suite de cette révision. Surtout que cette révision portait sur réduire les pouvoirs du Parlement pour renforcer ceux du président. Donc j'ai le sentiment que peut-être que là, c'était pas pris dans le bon sens. Et d'ailleurs, je rappelle que le hasard de calendrier, cette première tentative, s'est heurtée d'ailleurs à l'affaire Benalla, puisque je rappelle que c'est à ce moment-là
qu'à l'Assemblée, tout a implosé. Mais à quelque chose, malheur est bon, comme dit le dicton. Je pense que beaucoup de Français qui contestaient, enfin pour certains, qui contestaient l'utilité du Sénat, ont découvert ou redécouvert que toute démocratie a besoin de contre-pouvoirs. Véritablement. Et de contre-pouvoirs qui ont l'audace, si je puis dire, d'exercer leur pouvoir de contrôle. On a vu le terrible spectacle de l'Assemblée nationale avec cette commission qui s'est autodissoute au bout de 4 jours. C'était ridicule, c'était grotesque. Le Sénat a fait son job. Alors ça peut déplaire à l'exécutif, mais peu importe. Mais c'est eux et nous, c'est nous. Philippe Dallier dire, imaginez si l'Élysée venait s'immiscer dans l'organisation interne. Mais ça ne veut rien dire. Enfin, tout ça, c'est de la diversion. C'est de la diversion et je pense que les Français le comprendront bien. Ce qui est en cause, c'est effectivement la protection, la manière dont la protection du président de la République est organisée et l'emprise qu'aurait pu avoir un État étranger sur un type qui était au cœur de la sécurité du président de la République. Si vraiment on veut nous faire croire que ça n'avait pas d'intérêt et que le Sénat, il n'était pas utile que le Sénat enquête, bon, écoutez, je pense que très peu de gens partageront cette opinion. Ouais, Ariane Chemin, on voit que l'exécutif essaie d'organiser la riposte sur le Sénat en s'attaquant justement à son rôle de contre-pouvoir. Là aussi, c'est un mauvais choix selon vous? C'est-à-dire qu'il y a aussi un arriéré. On sait aussi que le Sénat était dans le viseur de toute façon d'Emmanuel Macron. Donc on peut comprendre que ce soit, on se dit, c'est l'occasion de régler les comptes. Mais c'est vrai que ce qui est stupéfiant pour moi, c'est la lenteur de réaction. C'est-à-dire que hier, il ne se passe rien. Et tout d'un coup, c'est vrai qu'il faudra faire le récit de cette prise de décision de l'allocution d'Édouard Philippe. C'est assez incompréhensible. Il l'a fait contraint et forcé, j'en suis persuadé. À l'insu de son plein gré. Personne ne dirait l'autre. Rétropédalage à l'issue du Conseil des ministres qui dit effectivement, je n'ai pas lu le rapport, mais il y a des contre-vérités. On sent déjà la ligne de défense de l'exécutif à ce moment-là. Je crois qu'il y a aussi beaucoup les préconisations qui ont agacé le gouvernement dans le rapport. Je pense que c'est même surtout ça qui a agacé. Il me semble. Oui, notamment, je crois, pour le Premier ministre, qui peut justifier aujourd'hui son intervention, c'est la recommandation qui vise à interdire l'innovation institutionnelle du partage de collaborateurs. Donc bon, ça peut justifier une prise de parole du Premier ministre. Après tout, il est impliqué. Cette innovation que vous évoquez, pour le coup, va dans le sens de la possibilité de contrôler également l'Élysée. Puisque c'est bien d'avoir les mêmes conseillers. Il y a une forme de contradiction. C'est bien l'action du gouvernement qui est contradiction dans les propos du gouvernement. Il disait d'un côté, on peut avoir les mêmes conseillers, et de l'autre côté, vous ne pouvez pas contrôler ceux qui seraient donc à mi-temps à l'Élysée et à mi-temps à Matignon. Tout ça n'est pas très sérieux, et franchement... Ils vous diront que vous pourrez réduire aussi le nombre de conseillers. Ça a été beaucoup reproché. Écoutez, on devrait les décompter maintenant, les conseillers, parce qu'il semble que l'inflation est reprise. Mais encore une fois, moi j'ai toujours préféré des élus à des conseillers, et c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Là, il y a un rapport. Il y a d'un côté un constat, et on l'a évoqué, des choses très importantes, notamment sur la question de sécurité, des préconisations. Que le gouvernement, que le chef d'État vienne sur le fond du dossier. Qu'ils rentrent dans le fond du dossier, qu'ils nous disent ce qui est faux dans le dossier. Est-ce que le fait de ne pas savoir ce que fait M. Benalla, ce qu'on indique, est réel ou pas? Son rapport à des contrats étrangers avec les Russes, est-ce que c'est vrai ou pas? Le fait qu'il y ait des passeports diplomatiques qui se baladent partout en Afrique pour faire des affaires, est-ce que c'est vrai ou pas? Regardons tout cela. L'Élysée a déjà commencé sa réorganisation, on l'a vu avec plusieurs démissions. Ariane Chemin, ça va continuer C'était annoncé dès le mois de juillet. Je me souviens très bien que Emmanuel Macron a dit ce ne sera pas la République des fusibles et nous allons réorganiser le cabinet. Mais enfin, on a attendu déjà 6 mois avant qu'il y ait cette réorganisation. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de penser que la réorganisation, elle tient aussi peut-être au fait que certains conseillers vont être entendus mises en examen, à leur tour par les policiers ou par la justice. Bien sûr. C'est ce qui va se passer, Philippe Dallier, vous pensez? C'est très probable. Je pense qu'effectivement, il y a des départs un peu précipités qui ne s'expliquent qu'ainsi. Mais encore une fois, la manière dont l'Élysée a géré tout ça est incompréhensible. On rappelle que le bureau du Sénat va donc se réunir le 21 mars. Vous êtes membre du bureau, Philippe Dallier, en tant que vice-président du Sénat. Ça va être aussi une lourde responsabilité de la part des parlementaires présents. Est-ce que je peux m'exprimer là-dessus, d'ailleurs, je me demande? Il faudrait que je téléphone au déontologue. Vous me posez la question? Écoutez, nous écouterons... Parce que c'est assez rare, des saisines par jour dans l'histoire du Sénat. Pour le coup, effectivement, c'est très rare, mais il y a une décision importante à prendre. On la prendra en toute responsabilité et en toute indépendance. Il y a 3 niveaux, semble-t-il, de recommandations. Il y a la question du faux témoignage, mais les hauts fonctionnaires de l'Élysée, eux, ne sont pas susceptibles d'être
concernés par le faux témoignage. Il y a de la rétention d'informations. Rétention d'informations, donc c'est différent à chaque fois. Faire une lecture précise. Merci à vous Olivier Roucan, merci beaucoup Ariane Chemin, merci Philippe Dallier, merci Rachid Temal d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.